Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Éric Baudry, vice-président de l'Association française pour les pompes à chaleur. Il réagira notamment à la stratégie énergie-climat dévoilée par l'État en attendant une loi de programmation attendue l'année prochaine. Dans notre débat, on se demandera quelles actions mener pour économiser l'énergie dans les bâtiments tertiaires qui représentent près de la moitié de la consommation française. On dévoilera les solutions de pilotage existantes. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Fairbricks qui transforme le CO2 en fibre synthétique. Vous verrez, c'est passionnant. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Éric Baudry, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc vice-président de l'Association française pour les pompes à chaleur, mais aussi directeur des affaires publiques du groupe Intuis. La stratégie énergie-climat du gouvernement, ça fait, elle a été dévoilée, mais on attend encore la loi de programmation énergie-climat qui doit nous donner vous donner surtout une sorte de feuille de route pour les 5 prochaines années. Mais en fait, on pourrait même se projeter plus loin. Qu'est-ce que vous en attendez? Pourquoi c'est tellement important pour un secteur comme le vôtre? Alors, 3 enjeux. Un premier enjeu qui est lié à la réduction nécessaire des consommations d'énergie de l'ensemble des bâtiments. Quand on parle des bâtiments, ce sont nos maisons individuelles, nos appartements, nos entreprises, nos locaux d'une manière générale. Les bâtiments publics également sont concernés. Mais c'est aussi une réponse à l'engagement et à la nécessaire réduction des émissions de carbone du pays. Nous sommes plutôt en France sur une tendance très, très positive. Et c'est également un engagement pour la filière. Ce sont des impacts relativement importants. D'une part, pour la filière industrielle de la pompe à chaleur, en France comme en Europe. Et puis c'est également au sein de la filière ce sont des impacts relativement importants sur la question de l'attractivité des métiers de l'industrie, mais également l'attractivité de la filière de l'installation. Ouais. Pourquoi la feuille de route donnée par l'État, pourquoi vous en êtes dépendant d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on me dit, c'est un secteur privé, ça bosse, les pompes à chaleur, les Français les découvrent de plus en plus, de mieux en mieux. Bon, très bien. Pourquoi l'action de l'État, l'impulsion donnée par l'État est importante? Parce que l'État français a pris des engagements relativement importants, justement dans cette logique sur la base de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui embarque encore une fois et la réduction des consommations et la réduction des émissions de carbone. Mais pour ce faire, il faut travailler sur de nouvelles technologies. C'est ce à quoi se sont attelés l'ensemble des industriels, soit de la chaudière qui évolue vers la pompe à chaleur, soit des fabricants, comme nous sommes, de pompes à chaleur sur le territoire français. C'est une démarche cette période de mutation ne se fait pas en 2 ans. Nous sommes sur un temps long lié aux investissements industriels, parce que nous sommes en industrie sur un temps de l'ordre de 7 années, entre le moment où on décide et le moment où on devient rentable sur ce type d'investissement. Et puis la rénovation des logements, ça n'est pas une mince affaire. Il y a un impact budgétaire relativement important. Il y a des niveaux d'investissement qui sont quand même importants, entre 15 et 18 ou 15 et 20 000 euros en fonction des typologies de logements pour des maisons individuelles. D'une part, et puis il y a qui peut se compenser aussi par le retour sur investissement. Le retour sur investissement se calcule de plus en plus aisément, notamment avec le prix de l'énergie. Et ça dépend aussi de primes, de subventions qui pourraient être allouées par l'État? Alors oui, il existe aujourd'hui un dispositif qui est important et qui est plutôt conséquent en termes d'accompagnement, qui s'appelle MaPrimeRénov'. Globalement, il y a 2 dispositifs, MaPrimeRénov' et puis un dispositif que sont les certificats d'économie d'énergie, qui permettent aussi d'accompagner et de distribuer une part de financement. L'un dans l'autre, MaPrimeRénov' plus les C2E permettent, en fonction, tout est calculé sur la base du revenu fiscal du foyer concerné, peut aller entre 15 et 60%, voire plus pour les logements les plus précaires. Pour les foyers fiscaux les plus précaires. Et quand on parle de précarité, on parle de précarité énergétique. Et non pas de précarité sociale. Alors je vais rappeler cet objectif ou cet engagement, je ne sais pas quel terme employer, pris par le président de la République, c'était le 25 septembre 2023. Voilà cette citation d'Emmanuel Macron. Nous avons décidé de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027 et d'arriver donc à produire 1 million de pompes à chaleur sur notre territoire, c'est important, et de former en parallèle 30 000 installateurs. C'était lors du Conseil de planification écologique. Il y a beaucoup d'infos, et on va les reprendre les unes après les autres. D'abord, peut-être d'une manière générale, est-ce que c'est réaliste ?
1 million 2027. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux et ça peut être réaliste avec un accompagnement pour le coup de l'État et des pouvoirs publics de l'ensemble de la filière industrielle. C'est atteignable. Nous sommes encore une fois sur une échelle de temps qui est relativement courte. Nous sommes en 2023 et produire 1 million de pompes à chaleur sur le territoire français, c'est accessible, mais encore une fois, il va falloir s'y mettre très rapidement. Aujourd'hui, on en produit combien? Aujourd'hui, sur la technologie la technologie la plus généralisée qui permet de répondre au remplacement de chaudières fuel ou gaz, énergie fossile, il est installé aujourd'hui 350 000 pompes à chaleur en France. Donc, il faut faire 300%. Ça veut dire qu'il faut faire x3 à minima, sachant qu'aujourd'hui, les appareils, les 350 000 machines qui sont installées ne sont pas toutes produites sur le territoire français. C'est ça. Et c'est ça le grand écart. Et là, c'est pour ça que je disais que sur notre territoire, c'est un élément important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire installer de nouvelles usines, de nouveaux sites industriels. Il y en a pas mal déjà aujourd'hui en France. Il y a déjà un grand nombre aujourd'hui d'entreprises qui sont implantées sur le territoire français et qui viennent à la fabrication de pompes à chaleur. Deux grandes natures d'industrie. Les fabricants de chaudières historiquement implantés sur le territoire français qui ont amorcé une conversion, une mutation progressive de leur activité vers la production de pompes à chaleur. C'est-à-dire qu'ils continuent de produire les deux, mais en se préparant à produire de plus en plus de pompes à chaleur, c'est ça? Avec une période de biseau, sachant qu'on a déjà aujourd'hui une interdiction du fioul et du remplacement du fioul dans les logements. D'une part, il y aura une pente progressive sur la mise sur le marché des solutions gaz pour favoriser justement les solutions dites à énergie renouvelable que sont les pompes à chaleur. Donc cette première catégorie, des industriels implantés de grande taille qui produisent en quantité importante et de qualité des chaudières gaz, pour l'essentiel aujourd'hui, à la fois des solutions pour ce qu'on appelle les installations seules ou des installations murales. Il y a une question d'ailleurs dans le programme de rénovation sur les solutions murales en logement collectif. Et puis des industriels comme nous sommes qui avons pris nous sommes au moins 2 sur le territoire français, avoir déjà amorcé depuis une quinzaine d'années en ce qui nous concerne cette évolution. Et nous avons donc engagé un certain nombre d'investissements sur la pompe à chaleur et sur les solutions de production d'eau chaude, par exemple. Mais pour faire x3, je reviens à l'objectif annoncé, quoi. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des concurrents qui naissent, il faudrait que vous puissiez démultiplier vos usines pour produire autant sur le territoire français. Il existe déjà aujourd'hui sur le territoire français une base industrielle qui doit muter, qui va devoir muter, donc soit par extension, soit par transformation, et par transformation, encore une fois, progressive d'un outil industriel qui produit aujourd'hui de la chaudière, enfin des chaudières. Oui, ça veut dire qu'on produira moins de chaudières au gaz et on produira plus de pompes à chaleur. Donc c'est atteignable, mais encore une fois, nous sommes sur une échelle de temps qui est extrêmement courte. L'ambition initiale était calée pour 2030. Il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, il y a aussi un épisode électoral à l'horizon 2027, sans doute. C'est aussi pour ça que... C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a un peu de politique dans la déclaration du chef de l'État, on l'a bien compris. Mais elle est pleine de bon sens. Il y a un autre défi quand même, c'est former en parallèle 30 000 installateurs. Je crois qu'il y en a 20 000 aujourd'hui, c'est ça? Oui, 25 000 installateurs existants qui sont à former, parce qu'il faut déjà former là aussi cette base qui a des compétences plutôt de très bonne qualité en termes d'installation, d'entretien et de maintenance, mais sur des solutions, existantes, sur des solutions fossiles, donc des entretiens de chaudière. Il faut aussi les accompagner, il est nécessaire de les accompagner. Donc il y a toute une démarche qui est amorcée par l'AFPAC, par les organismes de formation, mais également par les industries, pour les accompagner dans cette transformation de leur métier. Ça sont ceux qui sont déjà là, mais combien il va falloir en recruter? 30 000. Ah oui, 30 000, c'est en plus. 30 000 en plus. À recruter ou à créer. Quand on dit à créer, et nous sommes aussi confrontés aujourd'hui à la question de l'attractivité des métiers de l'installation. Alors justement, on va en parler de ça. Vous êtes en concurrence avec d'autres secteurs sur ces postes particuliers? Étrangement, oui, parce qu'il y a d'autres activités industrielles en France, que ce soit l'automobile, l'histoire des gigafactories vous a pas échappé. Bien sûr. Je vous pose la question parce que voilà, on reçoit beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, et cette question du recrutement, elle est cruciale pour tout le monde, quoi. Donc vous allez être en bagarre pour recruter ces dizaines de milliers d'installateurs. Cette période de recrutement s'est tendue depuis les 3 dernières années.
Donc nous travaillons, notamment au sein de l'AFPAC, nous travaillons sur la question de l'attractivité. Chercher de nouveaux talents, on voit un certain nombre de profils qui sont dans des périodes de conversion, de reconversion, qui vont quitter des métiers manuels ou des métiers artisanaux et qui s'intéressent à ces métiers techniques. Parce que la pompe à chaleur est aussi une solution technique. Puis un atout, c'est de participer à la transformation environnementale. Exactement. C'est quand même pas rien. Quand on cherche à donner un peu de sens à son métier, ça, vous jouez beaucoup là-dessus ? On joue beaucoup, ça fait partie effectivement de nos éléments de langage sur le sens ou la quête de sens et cette capacité qui est donnée par ce grand mouvement à accompagner justement cette transformation environnementale, cette nécessaire transformation environnementale et énergétique. Mais il y a un deuxième point aussi en termes d'attractivité qui est l'attractivité des métiers de l'industrie. Parce qu'on parle beaucoup de la filière de l'installation et c'est nécessaire et nous manquons et nous allons manquer très prochainement d'acteurs de l'installation, mais quand on parle d'installation, il faut aussi parler de l'entretien et de la maintenance de ces équipements. Et à côté de ça, il y a une deuxième grande verticale qui est l'attractivité des métiers de l'industrie. Oui, parce que pour les produire, ces pompes à chaleur, il va falloir recruter aussi dans les industries. Merci beaucoup. Merci à vous. Éric Baudry d'être venu nous parler de ces enjeux passionnants. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Tiens, on va continuer de parler de secteur du bâtiment, le pilotage des consommations d'énergie au programme. Le débat de Smart Impact avec Gaspard Bricou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de projet RSE Transition écologique et énergétique chez Kingfisher. Julien Bellinx, bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur général d'Efficia. On s'était vu ici il y a quelques mois déjà pour parler de pilotage des consommations d'énergie. Je voudrais qu'on quand même présente rapidement vos entreprises respectives. Kingfisher, Gaspard Bricou, secteur de la rénovation du domicile, c'est ça ? Oui, alors donc Kingfisher, c'est un groupe anglais et Kingfisher France, donc c'est les enseignes de bricolage Castorama à Brico Dépôt. Oui. Et donc moi aujourd'hui, je suis représentant de l'immobilière Kingfisher, donc on est bien sur le parc immobilier du groupe. Et donc c'est à peu près 220 sites en France. Et voilà, autant de sites à gérer aujourd'hui sur tout le parc immobilier. Ouais, avec des enjeux évidemment de pilotage de consommation. Exactement. Dont on va parler. Vous travaillez avec Efficia, on verra comment. Julien Bellinx, votre métier, donc, c'est ce pilotage de la performance énergétique des bâtiments. Comment ça marche ? Quels outils vous proposez pour le faire ? Comment ça marche ? Alors, Efficia, on est une entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Et donc, nous pilotons au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les systèmes de CVC, chauffage, ventilation, climatisation et d'éclairage des bâtiments de nos clients à la place des occupants, en collaboration avec les occupants, mais généralement à la place. Donc on éteint la lumière, on allume la lumière, on change les consignes de température à la place des occupants. Comme ça, ils se soucient de leur métier principal, qui est la vente en l'occurrence, mais ils ne se soucient pas des consommations d'énergie du bâtiment. Ils laissent ça à un professionnel. Vous nous redirez comment vous faites, mais peut-être sur les enjeux, ce parc immobilier tertiaire, ça représente quoi dans nos consommations ? Alors, le parc immobilier tertiaire, c'est... alors, le secteur du bâtiment dans son ensemble, c'est quasiment la moitié des consommations d'énergie en France, tout secteur confondu. Tout secteur confondu, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus important que l'industrie, le transport ou que sais-je. C'est à peu près la moitié, et le secteur tertiaire, c'est une part peut-être 20 ou 30%. Je n'ai pas le chiffre exact. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire que nos bâtiments, en général, consomment la moitié de l'énergie consommée dans tout le pays. Donc, exactement. Donc c'est évidemment un enjeu de décarbonation qui est majeur. En quoi consiste le projet avec Efficia ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors nous, on travaille avec Efficia depuis 2017, donc sur la partie GTB, donc gestion technique des bâtiments. Et aujourd'hui, en fait, Efficia pilote à distance, grâce à une interface spécifique, justement tout ce qui est consigne de température intérieure ou extérieure, justement pour permettre aux équipes magasins de ne pas être impactées sur leur business, mais vraiment de faire en sorte en fait, que ce logiciel puisse nous accompagner au quotidien sur la gestion de pilotage de l'énergie, parce qu'il faut savoir que sur cette plateforme, en fait, on pilote aussi nos consommations énergétiques, donc gaz, électricité, de chaque magasin. 2017, donc on a 5-6 ans de recul. Quelles économies vous avez pu faire ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans les économies d'énergie qu'on a pu faire sur le parc immobilier. Aujourd'hui, donc, on est à peu près à moins 20% grâce à Efficia, donc, par rapport
des années antérieures, mais aussi il y a tout le mécanisme de plan de sobriété qui a été mis en place avec le gouvernement. Et donc aujourd'hui, en fait, on a à peu près 20% d'économie d'énergie grâce justement à ce plan de sobriété énergie. Ouais. Et que ce soit sur les périodes été ou hiver. Quand justement on est dans cette période, on remonte un an en arrière, il y a un an on se disait est-ce qu'on va avoir de l'électricité cet hiver, est-ce qu'il va y avoir des coupures, etc. Bon, le parc nucléaire s'est un peu amélioré depuis, donc on n'a plus cette angoisse, on va dire ça comme ça. Mais quand vous entendez le gouvernement parler de plan de sobriété, vous dites on est déjà prêt ? Est-ce que ça a été ça, votre première réaction ? En fait, nous, ça fait plus de 10 ans que les sujets de l'énergie au sein de l'immobilière Kingfisher, on les traite, que ce soit sur la partie donc GTB qu'on a mis en place depuis 2017, mais aussi sur d'autres actions, donc notamment les pompes à chaleur, donc changement de pompe à chaleur de gaz, en chaudière gaz, en pompe à chaleur 100% électrique, ouais. Comme le disait la personne juste avant. Oui, c'était notre thème d'ouverture. Voilà, et ensuite on est aussi certifié ISO 50001. Et en fait, cette certification AFNOR nous accompagne en fait sur le management de l'énergie de tous nos sites en France. Donc pour Castorama, c'était depuis 2015 et Brico Dépôt depuis 2018. Quand vous arrivez, Julien Bellinx, voilà, sur un parc immobilier pour une entreprise comme Kingfisher, c'est quoi le point de départ ? Un audit, j'imagine, savoir d'où on part Alors, pas tout à fait. Non. Le point de départ, c'est on installe un système qui permet d'envoyer des ordres et pour pouvoir commander toutes les machines de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'éclairage du bâtiment en question. Okay. Donc on installe ce système et ensuite ce système-là, on le connecte à Internet pour pouvoir converser avec lui à distance. Donc on converse avec des robots, avec un logiciel et on converse aussi avec des énergéticiens, donc des spécialistes de la performance énergétique des bâtiments qui vont optimiser les réglages au jour le jour pour ne consommer que le strict nécessaire. Et alors, comment on atteint 20% ? Comment on atteint 20% d'économie ? Est-ce que c'est bien d'ailleurs ou est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux ? Alors 20% c'est une moyenne. Ouais. 20% c'est une moyenne. Quand on se met à piloter un site dans lequel il y avait déjà des gens qui faisaient attention, d'accord. On va plutôt faire 15 ou 12% d'économie parce qu'on va aller plus loin qu'un humain en intégrant les prévisions météo, l'inertie thermique du bâtiment, etc. Enfin, on va intégrer des données qu'un humain ne peut pas calculer à chaque seconde. Nous, avec nos algos, on y arrive. Et en revanche, quand on peut s'adresser aussi à des bâtiments dans lesquels il y avait un peu moins de rigueur auparavant, où une fois sur deux, la lumière reste allumée, le chauffage est éteint au mois d'avril quand il commence à faire chaud. Et là, on peut aller jusqu'à 40% d'économie. Donc, je dirais que c'est assez hétérogène, mais la moyenne sur un parc immobilier tertiaire, comme celui de Castorama, par exemple, c'est à peu près 20%. Quand vous vous installez, le défi, c'est quoi ? C'est de gêner le moins possible les équipes qui sont au travail ? C'est facile ? Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les bâtiments sont encore en fonctionnement. Vous n'allez pas fermer. Quand on fait du retail, on ne va pas fermer pendant 3 jours pour installer les systèmes, quoi. Exactement, vous avez raison. Donc les tableaux électriques sont sous tension, les machines sont en fonctionnement, donc on les arrête le moins de temps possible. Et on a des procédures de chantier pour pouvoir faire ça sans que les occupants s'en rendent compte. Gaspard Bricout, Kingfisher, enseigne présente dans, je crois, 8 pays européens, c'est ça. Vous avez pu déployer la même stratégie partout ou alors c'est franco-français pour l'instant ? Alors pour le moment, c'est franco-français. Après, on travaille justement, il y a des sujets sur la partie internationale, mais là pour le moment, on est 100% français. Ouais. Est-ce qu'il y a une complexité réglementaire ? Je vous pose aussi cette question sur les autres pays européens, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes partout. Et peut-être les objectifs de sobriété diffèrent aussi, quoi. Donc sur la partie française, nous on a le décret BAC. Et donc aujourd'hui, en fait, on a l'obligation d'installer ce type d'équipement, donc de GTB, à partir de 2025. Donc nous, on a pris de l'avance parce qu'on a finalisé en fait notre déploiement fin 2022. Donc aujourd'hui, on est totalement dans la réglementation qui est en vigueur. Ouais. Et dans les autres pays d'Europe, ça peut être très différent ou alors finalement Oui, c'est assez différent. En France, on est en avance. Alors, tout part d'une directive européenne de 2019. Et en France, on est relativement en avance avec le décret BACS. Ouais. Donc, nos systèmes permettent d'être conformes. Ce décret, il commence à se décliner, en tout cas, cette directive, elle commence à se décliner en Espagne, en Allemagne et dans une moindre mesure en Italie. Mais
on est précurseur ici en France. Ouais. Est-ce que l'augmentation des prix de l'énergie, ça a été une sorte d'électrochoc pour ce secteur tertiaire? Électrochoc, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça a été clairement un booster, oui. Vous l'avez vu, c'est-à-dire Oui. vous avez un certain nombre de clients potentiels, de prospects qui vous ont contacté à ce moment-là? Oui. Il y a un certain nombre de clients qui nous ont contactés à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 1 an à peu près. Oui. Et puis il y en a de nouveaux qui nous contactent maintenant avec les échéances que vient de rappeler Gaspard pour le décret Bax, en tout cas en France. Il y a une sorte de prime à ceux qui avaient anticipé, hein, c'est ce qu'on peut dire, ça a été plus facile de réagir. Quel message vous pouvez envoyer aux professionnels qui sont peut-être moins matures sur ces questions? Oui. Dans un premier temps, essayer de savoir de quelle consommation on parle, de savoir de quoi on parle. Donc, on a la chance d'avoir en France des compteurs généraux d'énergie, d'électricité ou de gaz qui sont connectés, pour lesquels on peut accéder aux consommations en quasi live. C'est avec un délai de 24 heures maximum. Donc déjà, utilisez une application, on en a mis une à disposition gratuitement sur notre site internet, mais utilisez une application qui vous permet de connaître vos consommations et posez-vous les questions, est-ce que ces consommations sont justifiées ou pas? Est-ce que c'est normal de consommer la nuit alors que le site est fermé? Le week-end, même chose. Est-ce que vos consommations dans un site tertiaire sont corrélées à la météo ou pas? Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème dans un site tertiaire. Bref, la première étape, c'est déjà de savoir de quoi on parle et d'analyser ces données. Et ça, c'est facile, n'importe quel exploitant de bâtiment peut le faire. Avec une capacité d'anticipation, c'est ce que vous disiez, l'algorithme, il sert à ça, quoi. Parce que quand on éteint un bâtiment pour je ne suis pas professionnel, hein, mais pour le relancer, il y a une inertie, c'est ça, ça prend du temps. Oui, alors quand on passe dans une phase de pilotage, c'est un niveau supérieur en termes de maturité. Effectivement, on commence à se poser ce genre de questions et on utilise l'inertie thermique du bâtiment pour faire des économies. Gaspard Bricout, on dit souvent que c'est peut-être faux, hein, que les premières économies sont les plus faciles à faire. C'est-à-dire que quand ça fait 5 ou 6 ans qu'on est dans cette démarche-là, est-ce que ça devient compliqué de continuer d'améliorer sa consommation d'énergie? En fait, justement, tout à l'heure, je parlais de l'ISO 50001. Aujourd'hui, en fait, cette certification elle nous permet justement de travailler sur les axes. Voilà, on parlait de GTB, mais sur d'autres axes, notamment sur la partie formation, la partie formation des équipes en magasin. Également sur la partie justement indicateur de performance, le suivi au quotidien des responsables sécurité ou des chefs de secteur dans les magasins et dans les dépôts. Donc en fait c'est un ensemble en fait. Et aujourd'hui oui il y a d'autres pistes qui sont évoquées sur un peu sur les derniers kilomètres, les derniers kilowatts à aller chercher. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui on peut encore aller chercher un peu plus loin sur d'autres aspects du bâtiment en général. Et donc, la GTB, c'est une composante de toute cette chaîne d'économie d'énergie. Julien Béhinx, par exemple, sur l'eau, on peut utiliser vos technologies pour aussi économiser l'eau? Oui. Alors, on ne peut pas piloter un réseau d'eau, mais on peut surveiller un réseau d'eau, et ce qui permet d'identifier les fuites le plus rapidement possible, en quasi instantané, pour pouvoir les corriger. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup quand le CO2 devient de la fibre synthétique. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Taoufik Nasrallah, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur avec Benoît Illy et également le directeur technique de Fairbricks, histoire d'ingénieur chimiste, c'est ça, vous l'êtes tous les deux. C'est quoi l'idée de départ, racontez-moi. Alors l'idée de départ, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des produits qu'on a de consommation, qui sont faits à partir de plastique, en fait, proviennent de ressources fossiles. Donc la ressource fossile est utilisée comme ressource énergétique, mais aussi comme une source de carbone. Donc l'idée, c'était simplement de se dire, peut-être que cette ressource fossile peut ne plus être utilisée comme une source de carbone, et à la place utiliser une source de carbone alternative. Et une de ces sources de carbone alternatives qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est le CO2, qui pose énormément de problèmes environnementaux. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut fabriquer ces mêmes matériaux à partir du CO2, grosso modo. Donc vous récupérez du CO2 pour en faire quoi et surtout comment? Alors c'est très simple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, imaginons qu'un t-shirt est fait en polyester. Avant ce t-shirt, il va y avoir un polymère. Et ce polymère-là est fabriqué à partir de 2 molécules, notamment dans le cadre du PET. Ces 2 molécules sont fabriquées aujourd'hui à partir de ressources fossiles. Et nous, en fait, on va fabriquer ces mêmes molécules, mais à partir du CO2.
Donc en fait, c'est simplement de la chimie. On va fabriquer des molécules chimiques qui sont à la base des matériaux qu'on connaît tous. D'accord. Donc vous avez déposé, j'imagine, pas mal de brevets. Combien d'années de travail pour en arriver à prouver le concept, quoi, à dire ça marche? Alors là, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus de manière très intensive. Donc on a monté un laboratoire aujourd'hui qu'on a sur le plateau de Saclay, dans lequel on est environ 18 chercheurs qui cherchons tous les jours à optimiser notre procédé. Donc on a déposé déjà de nombreux brevets, déjà fait de nombreuses preuves de concept, donc pour montrer que ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la science, grosso modo. Donc on a fait avec des partenaires historiques de Fairbricks, par exemple H&M, on a travaillé aussi avec On Running et aussi avec Aigle, pour lesquels on a fait une paire de chaussures pour On Running par exemple, et 2 t-shirts pour les 2 autres. Donc vous avez déjà des partenaires, on va dire pour les débouchés, c'est-à-dire des marques qui sont prêtes à vous acheter des vêtements ou des chaussures. De l'autre côté de la chaîne, il y a qui? Il y a les énergéticiens, il y a ceux qui produisent, qui polluent, qui produisent beaucoup de CO2, c'est ça? Alors c'est une bonne question. Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'aller chercher le CO2 là où il est le plus concentré. Donc aujourd'hui, là où il est le plus concentré, c'est dans des émissions en fait des usines qui produisent énormément de CO2. Donc l'idée, c'est d'aller là-bas, prendre le CO2 qui est très concentré et d'aller le récupérer pour en faire un matériau innovant. Donc en fait, c'est un avantage aussi pour l'émetteur qui peut se voir débarrasser, entre guillemets, de son émission de carbone. Le polyester, c'est une matière première très utilisée par l'univers du vêtement? Extrêmement utilisée. Aujourd'hui, ça représente plus de 50% de l'ensemble des matériaux qui sont utilisés par l'industrie du textile. C'est-à-dire que 50% des vêtements qu'on porte, il y a forcément du polyester dedans. Soit du polyester pur ou alors du polyester mélangé avec d'autres matériaux comme le coton. Donc ça veut dire que dans la décarbonation du secteur du vêtement, la solution technique que vous proposez, elle est majeure, quoi. Elle est cruciale parce qu'on appelle un game changer en quelque sorte. C'est ça, en fait c'est un game changer en l'additionnant avec d'autres choses, par exemple l'optimisation des supply chains, ce genre de choses. Mais par contre, aujourd'hui il n'y avait pas de manière d'obtenir ce matériau de manière plus verte et avec un impact carbone plus faible. Et nous on propose de fabriquer ce même matériau avec une empreinte carbone plus faible. Pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que dans l'usine qui produit CO2, ce CO2 ne va pas s'échapper en quelque sorte, c'est ça? C'est un peu l'idée. Je ne suis pas scientifique, donc je dis ça avec mes mots. C'est un peu l'idée. En fait, on va récupérer ces émissions, ces fumées en fait, industrielles, qui vont passer par un purificateur. Donc en fait, on va purifier le gaz, parce que généralement, ce n'est pas du CO2 pur. Il va y avoir du CO2, peut-être du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Et ensuite, on va essayer de purifier ce CO2 jusqu'à atteindre un taux de pureté suffisant pour pouvoir le connecter directement à nos procédés. Il y a eu plusieurs levées de fonds depuis la création de Fairbricks. Vous en êtes où? Quel est votre calendrier là, pour rentrer en phase industrielle? Alors, on a fait une levée de fonds l'an dernier d'environ 6 millions d'euros avec des fonds d'investissement qui nous a permis en fait de construire notre nouveau labo, de monter en échelle notre procédé. Et on a remporté un projet européen, un appel au projet européen de 17 millions d'euros de subventions qui, lui, va vraiment nous permettre de monter en échelle jusqu'à la fabrication, la création d'une usine pilote, puis ensuite d'une usine de démonstration qui va pouvoir à ce moment-là vraiment montrer l'avantage technologique de notre stratégie d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue environnemental. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Fairbricks. Merci Taufik Nasrallah. Je vous dis à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Restez sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. On a encore beaucoup de belles histoires comme celle-ci à vous raconter.